yes! Bon matin tout le monde! Mon nom est Simon Lavergne. Bienvenue à En Zone Neutre. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes le 21 avril. Mercredi, déjà le 21 avril, ça n'a juste aucun sens comment le temps passe vite. Aujourd'hui à l'émission, on parle de baseball, on parle de hockey bien sûr, on parle aussi, on va parler un petit peu de basket, on va parler de golf et de plein d'autres choses intéressantes. Donc, je suis content que vous soyez là. J'en profite pour vous saluer, vous remercier d'être à l'écoute. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, donc En Zone Neutre Podcast. Aussi sur Facebook... Sur Facebook, En Zone Neutre Podcast, la page, ma page Simon Lavergne d'humoriste en fait, et ma page aussi personnelle. Donc, j'accepte tout le monde. Venez vous joindre à mon petit trip de pandémie, de parler de sport. À partir de cette semaine, on parle 100% sport. Venez jaser, venez interagir avec nous autres. D'ailleurs, demain soir, jeudi, le 22 avril, c'est le début du show hebdomadaire live, donc venez participer, venez poser des questions, venez vous amuser avec nous autres. On va avoir du gros fun avec mes nouveaux collaborateurs, donc j'ai bien hâte de vous présenter. C'est sûr qu'il va s'en ajouter au cours des semaines et tout, mais pour un départ, là, on va jaser baseball avec la gang de Passion MLB, ça c'est sûr. On va jaser de football parce que il y a beaucoup d'actualités dans le monde du football, même si ça ne joue pas en ce moment. Au niveau de la XFL, de la CFL, au niveau de la NFL aussi, des signatures, des contrats, des renouvellements de contrats d'entraîneurs. Donc, on a vu cette semaine Mike Tomlin. Donc, on parle de tout ça avec Renaud Bourbonnais demain soir. Et on va parler de hockey, c'est certain, avec des coachs de hockey. Donc, j'en dis pas plus, mais soyez là jeudi à partir de 18h. Hein, on le sait, avec la pandémie, on n'a pas le choix. Je commence le show à 18h. Normalement, ce show-là va être à 19h lorsque le couvre-feu va redevenir quelque chose d'intéressant. Là, 21h30, ça me convenait parfaitement. Maintenant, à 20h en Outaouais, on fait avec, on commence le show à 6h, donc toujours disponible en réécoute de toute façon sur YouTube, sur Facebook aussi, et on est sur Twitch aussi. Twitch dont j'essaye d'apprivoiser, mais je sais qu'il y a du monde qui écoute sur Twitch. Je sais qu'il y a au moins une ou deux personnes qui se connectent sur Twitch pour voir le show. Mais à chaque fois que je demande de s'identifier, on n'a pas de réponse. Ça fait que missing in action. On commence ça ce matin en parlant de baseball. Donc, les Blue Jays hier soir qui étaient de retour en action contre les fabuleux Red Sox, les surprenants Red Sox en fait. Début de saison phénoménal pour les Red Sox. Tout était possible pour les Blue Jays avec Ryu qui était sur le monticule, donc le partant numéro 1. Ça a été so-so au niveau de l'attaque hier soir pour les Blue Jays. Défaite de 4-2. De 4-2 aux mains des Red Sox. C'est là qu'on voit que si, par exemple, on dirait que l'attaque s'est fiée au fait que c'était Ryu qui était sur la butte pour prendre une soirée de congé. Malgré tout, les 2 points sont provenus de longues balles. Donc, Bichette qui a frappé la longue balle hier soir encore une fois. Donc, ça, c'est prometteur. C'est prometteur de ce côté-là. Mais sinon, c'est ça, c'est pas... disons que l'avenir, il va falloir que les Blue Jays se replacent rapidement. Aussi, dans le baseball majeur hier soir, fait à noter les Aces d'Oakland qui ont remporté une 10e victoire consécutive. Les Aces d'Oakland, c'est probablement, si je me souviens bien, là, c'est pas... j'ai pas les statistiques devant moi, mais c'est probablement la masse salariale la plus petite du baseball majeur. Donc, les Aces qui réussissent encore année après année à se maintenir au top de leur division. Et là, une 10e victoire consécutive hier soir. Qui va arrêter les Aces? Bonne question. 10e victoire consécutive, tu sais, quand on met ça en perspective, il y a 162 matchs dans une saison de baseball, 10 victoires consécutives, c'est solide, là. Je veux dire, tu vas chercher un bon...
comment dirais-je, un petit coussin, tu sais. Puis sont en avance dans leur division, c'est sûr, avec ces 10 matchs consécutifs remportés. Un autre fait un peu bizarre hier soir, les Dodgers, hein, dont je porte fièrement la casquette. J'ai beaucoup de casquettes de baseball, by the way. C'est pas parce que je porte une casquette des Dodgers que je suis le plus grand fan des Dodgers. J'adore l'équipe, j'ai une belle équipe, tout ça, gagnant de la Série mondiale. Est-ce qu'ils vont pouvoir répéter cette année? On en discutera peut-être avec Passion MLB demain soir. Donc, les Dodgers affrontaient les Mariners de Seattle et les Dodgers l'ont emporté 1-0. Mais ce qui est assez étonnant dans ce match-là, c'est que tout lanceur confondu, toute équipe confondue, il y a eu seulement 3 coups sûrs dans le match au complet. Donc voilà, ça n'a pas été un match offensif de ce côté-là. 3 coups sûrs seulement. C'était Urias qui lançait pour les Dodgers, donc que moi j'ai découvert en série mondiale là, ou dans les séries plutôt. Je connaissais pas vraiment le gars, je le connaissais comme ça, mais vraiment très bon lanceur pour les Dodgers. D'ailleurs, la rotation de partant des Dodgers fait peur là. C'est, tu sais, quand t'as David Price que tu as dans ton alignement, tu es obligé de le mettre. Tu es obligé de le mettre dans l'enclos des releveurs parce que tu n'as pas de place pour lui dans la rotation. C'est sûr qu'il revient d'une blessure, là, David Price, mais quand même, quand tu as ce luxe-là de mettre un gars comme David Price dans l'enclos des releveurs, c'est que tu as de la profondeur, pas à peu près au monticule. On parle un peu de hockey aussi. Carey Price, je l'ai dit hier matin, Carey Price qui a été sorti du match après en première période et qui n'est pas revenu par la suite dans le match contre les Oilers lundi soir. Donc et là, ça a sorti. Donc c'est une commotion, en fait, commotion cérébrale ou en tout cas ce qui s'apparente à une commotion cérébrale. Tu sais, dans le hockey, dans la Ligue nationale, là, l'information est jamais super claire là, quand ça sort, mais bon. Donc, ce serait une commotion cérébrale pour Carey Price, qui va être à l'écart du jeu au moins pour 4 matchs, selon, j'imagine c'est selon le protocole de la Ligue nationale envers les commotions. Donc, les 4 prochains matchs, Carey sera pas là. Canadien, ça va en dents de scie, je l'ai dit au podcast hier aussi. Là, il va falloir qu'ils se mettent à gagner parce que derrière eux, là, je regardais, puis d'ailleurs, je vais en parler un petit peu, mais je regardais le classement en arrière du Canadien et on parle toujours des Flames de Calgary qui pourraient rattraper le Canadien. Là, les Flames, on sait, dans chacune des divisions, les 4 premières équipes accèdent aux séries. Et les Flames sont la 5e équipe dans la division Nord, la division du Canada. Et oui, ils pourraient rattraper le Canadien, mais eux autres non plus ne gagnent pas terriblement. Mais ce qui me fait peur pour le Canadien, puis j'y arrive, c'est les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver ont été vraiment décimés par la COVID-19, donc vingtaine de joueurs qui ont attrapé la COVID, ils ont repoussé un paquet de matchs et tout. Et là, les Canucks, leurs joueurs reviennent au jeu tranquillement, etc. Les Canucks ont joué 39 matchs. 39 matchs depuis le début de la saison. Le Canadien en a joué 45, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 6 matchs qui séparent les deux équipes. Les Canucks ont 39 points. 39 points, ce qui fait qu'avec une fiche de 18-3 ou quelque chose comme ça. Et là, ce que moi j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est quand tu vis une épreuve aussi difficile que d'avoir 20 joueurs qui tombent malades en même temps, puis que ils se parlent ce monde-là. Bon, il y en a qui ont vécu ça plus tough, il y en a qui l'ont vécu un petit peu plus facile. Avec les familles, être isolé de leur propre famille, de leurs coéquipiers, etc. Ça vient te chercher émotionnellement. Puis ce que j'ai l'impression qu'il va arriver avec cette équipe-là, c'est qu'ils vont tous travailler dans le même sens pour le reste de la saison. Alors qu'à un certain moment donné, on parlait d'eux autres pour dire « OK, la saison des Canucks est terminée. » On va juste arrêter de jouer au hockey de leur côté, puis on va s'occuper de guérir tout le monde, puis de s'assurer qu'ils n'infectent plus personne dans l'organisation, puis autour de l'organisation. Puis là, force est d'admettre que hier soir, eux autres, ils ont mis leur botte de travail parce qu'ils sont allés battre les Maple Leafs de Toronto, les Maple Leafs qui ont 64 points au classement, en première place de la division Nord. Vraiment, tout est beau de leur côté. Malgré une séquence de défaites là, présentement, mais quand même, c'est quand même la puissance de la division Nord.
Et les Canucks sont allés leur servir une rince de 6-3 hier soir, travaillant tous ensemble, un but commun, tout ça. Donc ça, là, c'est... des fois, on se dit, par exemple, dans un match, on va tuer un double désavantage numérique, par exemple. Et ça donne du power pour se regrouper par la suite puis aller gagner le match. Ben, c'est un peu l'équivalent, si on veut. Là. Tout le monde était... mettons que les Canucks ont été en désavantage numérique pas pire solide avec 20 joueurs qui ont attrapé la COVID. Puis là, ben c'est ça. Là, ils viennent de tuer leur... tuer, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais en tout cas, ils viennent de passer au travers leur double désavantage numérique. Puis là, ils se regroupent, puis force est d'admettre qu'ils ont beaucoup de power présentement. Donc, fait que les Canucks, moi, je les compterais pas pour battus malgré la différence de points au classement là, avec les Canadiens en 4e place, mais avec 5 matchs en main, 5 matchs à disputer de plus, dont possiblement, j'ai pas regardé l'horaire, mais des matchs contre le Canadien, où est-ce qu'ils pourraient aller, on appelle ça des matchs de 4 points souvent, là. Donc, ils pourraient aller chercher des points là. Les Canucks, moi, puis tu sais, les Canucks sont pas une vilaine équipe, là, sont pas dans le... ils sont pas dans le top en ce moment, mais au début de la saison, avant même de parler d'impondérables, d'impondérables de la COVID, etc., ben moi, j'avais mis les Canucks en série. T'sais. Fait que je serais pas surpris qu'ils enlignent quelques victoires puis qu'ils soient dans la course, là, plus que les Flames. Les Flames, ils ont eu l'espèce de côté positif du changement d'entraîneur. Ils ont ramené Darryl Sutter derrière le banc, puis là, ben des anciens joueurs qui ont joué pour lui. Là, on les voyait, ça revenait tranquillement, mais tu sais, ça, c'est éphémère. Hein? Ça dure un temps, là, le changement d'entraîneur, puis après ça, ben, tu te rends compte que si tu changes pas ton système ou si tu changes pas ta façon de jouer, tu gagneras pas plus. Là, à un moment donné, c'est pas juste l'intensité du nouveau coach qui te drive. Il faut qu'il y ait un plan de match, il faut que ça soit solide. Là, donc voilà, je pense que les Canucks vont être dangereux. Puis, je regardais autre chose, dans les faits, là, dans la Ligue nationale aussi. Kaprizov, la recrue du Wild du Minnesota, qui est rendu à 18 buts. Okay, on s'entend, ils ont joué 40 quelques matchs. 18 buts pour une recrue, c'est énorme. Là. Il va finir facilement la saison avec 20 ou 25 buts. Dans une saison de 56 matchs, c'est solide en tabarouette pour une recrue. Donc, à surveiller, probablement la recrue de l'année dans la Ligue nationale. Aussi, hier soir, match de 7-6, les Pingouins contre les Devils. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps de Martin Brodeur et de Lou Lamoriello avec les Devils, mais des matchs où est-ce que, premièrement, qu'ils allouaient 7 buts, ça n'existait pas. Là. Je ne sais même pas si c'est arrivé une fois avec Martin Brodeur dans le net. Système défensif à l'os. Là, on voit vraiment un shift de la manière que la game se joue dans la Ligue nationale parce que 7-6, là, avec les Devils et les Pingouins, c'était tout un match de hockey. Pour ceux qui aiment l'offensive à souhait, là, puis je pense que la plupart des gens, c'est comme ça, je pense que tout le monde a été servi. 7-6. Je regardais aussi les statistiques hier. McDavid qui est rendu à 74 points. C'est incroyable. 74 points en 44 matchs. T'sais. Dans le temps des Mario Lemieux et des Wayne Gretzky, là, où est-ce qu'ils enlignaient des 180 points par saison puis tout ça, on parlait d'une Ligue nationale où est-ce que c'était pas mal ouvert, puis tu sais, pas la parité, mais tu sais, la différence entre les joueurs de talent, par exemple, puis les joueurs de quatrième ligne était flagrante, là, je veux dire. Tu sais, il y a des joueurs de première ligne qui étaient des superstars comme Gretzky puis Lemieux, puis tu avais des joueurs de quatrième ligne, là, qui sans dire qu'ils avaient de la misère à patiner, mais c'était pas fluide, puis leur rôle était d'accrocher puis de frapper, tu sais, ce qu'on a pu vraiment dans la Ligue nationale. Tout le monde doit être capable de patiner avec le groupe, sinon tu parais comme si tu patinais avec une chaise. Là. Fait que tu sais, je veux dire, il y avait vraiment une différence entre les bons joueurs puis les moins bons joueurs. Et les gardiens de but, l'art de garder les buts, c'est beaucoup peaufiné, tu sais, dans les années 80, fin 80, début 90, avec l'arrivée, tu sais, entre autres de Patrick Roy, du style papillon, etc., etc. Donc, les gardiens de but se sont perfectionnés,
se sont améliorés, je dirais, dans la game overall. Donc, on voyait plus ça, tu sais, des joueurs finir avec beaucoup plus de points que de parties jouées. Tu sais, les bonnes saisons, on avait des performances à 104, 105 points qui étaient des performances incroyables, surtout dans les début des années 2000. Je dirais pas mal toutes les années 2000, là, de 2000 à 2010, puis après ça s'est poursuivi. Il y avait des belles performances. Il y avait des gars qui allaient récolter 105, 106, 107 points. Mais, tu sais, McDavid, là, à 74 points en 44 matchs, là, on s'entend, si on met ça sur 82 matchs, là, on est sur un pace là, d'au-dessus de 150 points. Là. Donc, mettons 150 points. Ce qu'on n'a pas vu dans la Ligue nationale depuis belle lurette, je dirais. Fait que c'est assez incroyable ce qu'il est capable de produire. Puis moi, écoute, j'ai regardé le but qu'il a marqué contre le Canadien. J'ai vu le but qu'il a marqué contre le Canadien cette semaine, où est-ce qu'il déculotte carrément les défenseurs pour aller mettre ça top shelf à Jake Allen. Force est d'admettre que ce gars-là est dans une ligue à part. Là. Les deux gars du Canadien, je ne sais même pas c'était qui les défenseurs, mais ça avait l'air de deux cônes. On switch au basketball. Basketball intéressant, hein? Les Raptors qui allaient carrément nulle part. J'en avais parlé un peu. C'est peut-être pas moi le grand connaisseur de basket, mais je vais essayer d'avoir des intervenants de basket sur le show hebdomadaire, donc une entrevue avec des gars qui sont impliqués au niveau de la télé là, pour la couverture du basket, des Raptors entre autres. Fait qu'on va essayer d'avoir un petit peu plus de contenu de ce côté-là, mais les Raptors qui en ont aligné trois victoires consécutives, s'enlignent pour une 4e consécutive ce soir contre les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn, c'est une bonne équipe dans la conférence, donc je pense qu'ils sont 2e ou 3e dans la conférence, alors que les Raptors sont 12e. Les Raptors qui n'ont pas connu une super saison jusqu'à maintenant. Par contre, ça se replace tranquillement. 6 victoires, 4 défaites à leurs 10 derniers matchs. Moyenne dans cette séquence-là de 10 matchs de 112 points par match. Donc 112 points, c'est respectable. Là. Je veux dire, à 112 points, tu devrais gagner la plupart des matchs qu'ils ont fait dans le top 10 des derniers matchs. Donc 6-4. Et quoi dire de plus du basket de la NBA que nos petits Québécois, puis là je dis petits, mais nos grands Québécois, les grands Québécois qui s'illustrent, Luguentz Dort qui fait une méchante job avec Oklahoma City, et Chris Boucher avec les Raptors qui tire son épingle du jeu aussi, qui fait partie des bons joueurs dans cette équipe-là, qui fait partie des plans de match et tout. Donc vraiment, c'est le fun à suivre un peu. Là. Je suis un petit peu du coin de l'œil la NBA parce que à un moment donné, ça en fait pas mal à suivre. T'sais. Mais je regarde toujours un peu ce que les Québécois vont faire, surtout dans ces ligues-là, dans la NBA, même dans la NFL aussi. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe avec les Québécois. La PGA, je parle de la PGA pour terminer. La PGA qui, ma foi du bon Dieu, ont pris, on pris le taureau par les cornes, hein, la PGA qui est probablement, il y a des emblèmes aux États-Unis, hein, la NFL en est un dans le sport professionnel, la NFL c'est big, 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 la PGA en est un aussi, au niveau par exemple des Européens, leur rêve, même s'ils ont des circuits en Europe, leur rêve c'est de jouer pour la PGA, sur la PGA, et c'est probablement, ils ont regardé ça à la télé, tout ça, quand ils étaient jeunes, etc., donc ça a un rayonnement, autrement dit, mondial, mais c'est très, très, très américain, la PGA. Et la PGA a annoncé que les joueurs qui ne sont pas vaccinés, les joueurs de golf qui ne sont pas vaccinés, allaient devoir payer pour leur propre test de dépistage. Donc je pense que la PGA fait un bon move dans ce dossier-là en disant, faites-vous vacciner. Là. Vous avez accès à des vaccins aux États-Unis, là, let's go, faites-vous vacciner parce qu'on va arrêter de payer pour vos tests, puis c'est ça qui va se passer. Puis ça, je pense que c'est bien. Ça va encourager les joueurs à se faire tester, I guess. Je ne sais pas combien ça coûte un test de dépistage de la COVID. Là. Je doute que, pour des millionnaires, ça change vraiment grand-chose. Puis, mais si on les oblige à se faire tester pour chaque tournoi, par exemple, ça peut devenir contraignant de payer à chaque fois pour se faire tester. Autre affaire que la PGA a fait, puis ça, je trouve que c'est fou quand même. Ils ont créé un bonus de 40 millions de dollars, donc 40 millions, hein? C'est une somme, hein? C'est quelque chose quand même. 40 millions pour les joueurs les plus populaires. Puis ça,
on s'entend, là, c'est un outil marketing. Donc, ils veulent que les joueurs se promouvoient eux-mêmes dans le but de promouvoir la PGA, donc la ligue dans laquelle ils jouent, les terrains, les tournois, etc. Et ils ont mis à la disposition des joueurs, ils ont créé un bonus de 40 millions, puis je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, pour les joueurs, pour avoir une partie de ces 40 millions-là, il va avoir comme une évaluation, une analyse de leur impact sur les réseaux sociaux et sur la population en général. Et pour les points, ou je ne sais pas comment ça va être attribué exactement, mais qu'est-ce qui va être pris en considération, c'est leur position à la Coupe FedEx, donc le nombre de points à la Coupe FedEx. Donc ça, on s'entend que c'est pour les encourager à participer au plus de tournois possible, donc d'être visible à la télévision partout, etc. Leur popularité dans Google Search, ça c'est le deuxième point, là. Donc la PGA va s'installer devant un ordinateur, clac, 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 ils vont taper le nom de Tiger Woods, ils vont faire comme, OK, Tiger Woods, Google Search, t'arrives au premier rang, voici, t'as un nombre de points, puis tu vas aller chercher tant d'argent à cause de ça. Le Nielsen Brand Exposure Rating, là, ça c'est plus analytique, je dirais. Leur Q Rating, c'est ce qui calcule, ce qui mesure dans le fond la familiarité des joueurs avec leur marque. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on associait Tiger à Nike dans le temps, donc il va y avoir un ratio avec ça. Leur MVP Index Rating, donc par exemple, le nombre de votes qu'ils vont aller chercher, j'imagine, au niveau du vote pour le golfeur le plus en vue ou le meilleur de la saison. Et les mentions des joueurs sur les plateformes numériques comme Meltwater, qui est une grosse plateforme un peu à la Hootsuite là, que peut-être des gens utilisent aux États-Unis. Donc, tout ça est pris en considération pour attribuer de l'argent supplémentaire. Donc, 40 millions de dollars qui va aller à ces joueurs-là. Donc, c'est assez intéressant quand même quand on y pense là, de voir ça. Donc, voilà, c'était ma couverture ce matin. J'espère que vous appréciez ça, les émissions comme ça sur YouTube, puis sur Spotify et Google Podcast en audio. Partagez-le si ça vous intéresse, vous aimez ça. À chaque matin, je regarde un peu de quoi je peux vous parler, puis j'aime bien ça. Et je prépare aussi le show de demain soir, live à 18h sur YouTube, Facebook, Twitch. Donc, le show hebdomadaire live, venez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, venez poser des questions, venez donner vos commentaires, venez parler, donnez-nous des anecdotes, on va compter ça en ondes, on va s'amuser avec ça. Avec mes collaborateurs de Passion MLB, Attitude Football et au niveau du hockey, au niveau des autres sports, vous allez voir, je vais avoir d'autres collaborateurs qui vont s'ajouter. Donc, soyez présents, soyez là, participez puis rendez ce show-là interactif. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée puis on se reparle demain. Ciao, ciao!